Bienvenue à tous sur Silver Economy Expo, le salon de la Silver Economy, un secteur économique au service d'une grande partie de la population. On va vous présenter tous ceux qui agissent au service de nos seniors, on va le dire ainsi, on va vous donner beaucoup de définitions, vous présenter des associatifs, des entrepreneurs, des chercheurs qui font en sorte que la partie la plus importante de notre population soit le mieux possible accompagnée pour qu'elle puisse s'épanouir jusqu'au bout et de la meilleure façon possible. Au programme aujourd'hui, l'âge d'or. On va voir si, à partir d'un certain âge, en fait, on n'atteint pas la meilleure partie de sa vie. Et on va voir si ça vaut pas le coup de tenter de donner envie aux gens, pour une bonne fois, de vieillir. Ce serait peut-être une bonne chose. On va essayer de casser 2 ou 3 clichés. On va essayer aussi de montrer que non, il n'y a pas tant de choses péjoratives. Et au contraire, vous avez beaucoup d'opportunités. Alors avec moi, je vais vous présenter tous mes invités qui sont nombreux autour de cette table. On est avec Sébastien Potvin-Menant. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous, Merci. notamment sur Sud Radio. Alors vous êtes prof à l'université, professeur de sciences politiques associé à l'université Gustave Eiffel. Alors c'est l'un de vos nombreux titres, hein. Vous avez fait beaucoup d'autres choses, vous continuez à faire beaucoup d'autres choses. On peut rappeler 2 ou 3 autres de vos fonctions ? Oui, j'ai été secrétaire général de la filière Silver Economy entre 2017 et 2022. Je suis co-rédacteur du cahier des charges des gérontopoles avec le professeur Beru. Et j'accompagne encore aujourd'hui un certain nombre d'acteurs de la Silver Economy et du vieillissement en tant que consultant. En première ligne pour structurer la filière et elle pèse un point important d'ailleurs dans l'économie française. On va y revenir avec vous. On parlera de l'âge d'or. Qu'est-ce que l'âge d'or ? Comment on peut le définir ? On accueille aussi notre autre invité qui est Geneviève Manarino. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur Merci. Sud Radio. Vous êtes conseillère du président de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Vous êtes chargée de mission en particulier, chargée de la mission d'études sur l'habitat inclusif. En un mot, d'abord, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, vous pourriez nous la présenter ? Je vais vous la présenter avec plaisir. Donc, c'est la 5e branche de la sécurité sociale qui permet de financer toutes les politiques de l'autonomie sur tous les territoires. Et c'est donc la branche qui est de plus en plus sollicitée, on va le dire comme ça, par les assurés sociaux, ce qui est normal, Absolument. puisque de toute façon, on assiste à un vieillissement dans tous les sens du terme de la population, avec tout ce que ça implique, et c'est pour ça qu'on n'a jamais eu autant besoin de la Sécu. On accueille Mathieu Didier-Jean. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le président d'Accès SAP ou Accès SAP. Comment je dois le prononcer ? Accès SAP. Accès SAP, tout simplement. SAP pour service Service à la personne. à la personne. Accès au service à la personne. Voilà. Vous êtes une coopérative. On est une coopérative de service à la personne. Pas une coopérative au hasard, vous êtes la première coopérative. On est la première coopérative de service à C'est la ça. personne en France. On existe depuis maintenant 15 ans. Ouais. Et donc je vous ferai un petit peu un retour terrain des structures avec lesquelles on travaille partout en France, qui un retour intéressant. 2 points forts, le paysage. Bon, Principalement. j'ai le droit de dire jardinage ou pas ? On peut dire là, Allez. on dit entretien de jardin. Allez. Ce sont les petits travaux de jardinage. Exactement. Et donc on travaille avec aujourd'hui un peu plus de 6500 paysagistes partout en France qui proposent des prestations d'entretien de jardin chez les particuliers. Et qui coopère chez Accès SAP. Vous avez aussi du ménage, on est d'accord ? On a également l'activité de Voilà. propreté, ménage. On est surtout sur 2 activités. Exactement, les services à la personne. On accueille également Didier Valentin. Bonjour. Bonjour, alors c'est David, c'est pas Didier mais c'est pas grave. Vous savez que j'ai marqué David, je suis navré. Vous faites bien de me corriger. Je suis désolé. J'ai vous en été prie. trop vite. Je vous en prie, J'ai voulu pas de mal. deviner après le D. J'ai pas lu la suite de votre prénom. Toutes mes excuses. David Valentin, vous êtes le trésorier national du groupement des animateurs en gérontologie. Dieu sait si ces fonctions sont intéressantes, sont importantes aujourd'hui et ces spécialités sont de plus en plus sollicitées. Alors tout à fait, c'est vrai que dans le paysage du vieillissement, il y a des étapes qui font que certaines personnes n'ont plus les Ouais. ressources pour pouvoir continuer à exister socialement, puis avoir accès aux activités de prévention et qui a besoin effectivement de médiateurs pour tout ça. Et le groupement des animateurs en gérontologie accompagne justement les animateurs, que ce soit à domicile ou en structure, pour permettre aux seniors qui manquent de ressources de pouvoir continuer à avoir cette vie sociale. Oui, ça c'est important. La gérontologie, une petite définition de la gérontologie ? C'est tout ce qui touche au secteur du grand âge, et que ce soit d'un point de vue médical, social, Ouais. enfin surtout tous les secteurs, quoi. Voilà, au service, en quelque sorte, dans l'accompagnement des personnes âgées, tout bêtement. On va parler aussi de l'âge d'or avec Guy Le Charpentier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur Sud Radio. Vous êtes le dirigeant de Ressentez-vous. Oui. C'est un jeu de mots, hein ? C'est un jeu de mots. Donc, Ressanté comme la santé, c'est écrit Voilà. et vous, VES. Exactement. Une entreprise solidaire d'utilité sociale que j'ai créée quand j'étais étudiant il y a 18 ans C'est avec ça. Nicolas Roumagne, Ouais, dans l'optique de
d'impulser Mhm. davantage d'activités soutenant plus de vie sur les lieux de vie qu'étaient les EHPAD, D'accord. à partir d'approches non médicamenteuses, en connectant à des activités sportives, culturelles, pour Voilà. soutenir l'autonomie des personnes âgées. Quel type d'activité sportive ou culturelle, par exemple? Du judo, de la boxe, du théâtre, des activités picturales, des activités artistiques diverses et variées, de la danse. Tout ce qui est le plus important pour maintenir l'autonomie en quelque sorte et la prolonger le plus longtemps Exactement. possible. Et tout ça réalisé par des professionnels de santé dans le cadre de budget de soins, Oui. avec une réelle démarche d'évaluation pour montrer la probité de l'intérêt de certaines de ces pratiques-là et de la manière de les impulser. Et du coup, on a commencé par les EHPAD, mais aujourd'hui, on travaille avec tout type de personnes qui ont plus de 60 ans. Oui. Et on n'a même plus de barrière d'âge, parce que l'idée est de vraiment mélanger et de faire en sorte que ces disciplines, ces activités puissent se partager en transgénérationnel. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, on va mettre les pieds dans le plat. C'est vrai qu'on a souvent tendance à associer la retraite à l'EHPAD, sauf que c'est un raccourci énorme et une grande majorité des plus de 60 ans ne sont pas à l'EHPAD. On va y revenir justement. Pourquoi c'est un âge d'or et pourquoi d'ailleurs c'est l'âge d'or de l'âge d'or? On va en parler avec Sébastien Potvin-Menant. Alors, je le rappelle, vous êtes prof de fac, prof de sciences politiques. C'est d'ailleurs un électorat très important, le troisième âge, il faut le dire, on en parle de plus en plus souvent. C'est un sujet de campagne. Mais d'abord, à partir de quel âge on est senior pour vous? Alors, je De serais qui on bien parle, là incapable de vous dire à partir de quel âge on est senior, parce qu'en réalité, je suis déjà senior en termes de formation professionnelle, parce que j'ai plus de 45 ans. Ouais. Quand vous êtes dans le monde des startups, on est senior à partir de 30 ans. Oui, c'est ça. Quand vous allez au service d'urgence, vous n'êtes pas considéré comme un patient âgé avant 70 ans. Donc en réalité, être senior, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a plusieurs éléments différents. Bon, on peut se dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où on part à la retraite, on passe dans un autre état. Voilà, dans un autre état par rapport à la société. Mais moi, je suis très prudent. On change d'activité. On change d'activité, on change de position. Il n'y a pas un retraité. On est d'accord? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs retraités, ça dépend des moyens qui sont les nôtres, ça dépend des hobbies qui sont les nôtres, ça dépend des capacités d'action qui sont les nôtres. Bref, on ne peut pas enfermer les seniors. Et s'il y a un premier conseil, puisque on va parler vrai. Ah, moi j'ai besoin de conseils et on est sur Sud Radio, donc parlons vrai. Le premier des conseils à donner, c'est qu'il ne faut surtout pas enfermer les seniors dans la case senior. Parce que la première chose que les seniors, quels qu'ils soient, détestent, c'est qu'on les enferme. Ah bah ça c'est Donc sûr. si on peut justement essayer de casser les codes et de casser les enfermements, ça sera déjà une bonne chose. Oui, ce serait une bonne chose. Tiens, est-ce que le prof de sciences politiques peut nous dire s'il y a un électorat senior ou ça veut rien dire? Alors, un électorat senior, On a dit qu'on parlait vrai. la majorité des personnes qui votent Ouais. sont considérées comme des seniors. Et on n'est pas très loin d'un certain nombre d'élections qui vont se passer en mars 2026. Je peux vous dire aujourd'hui que tous les maires sortants et tous les candidats qui veulent sortir les sortants font très attention à s'intéresser au public senior. Mais ça a changé beaucoup. Parce qu'il y a quelques années, vous savez, pour le public senior, quand vous voulez faire en sorte qu'il vote pour vous, il n'y avait pas grand-chose à faire. Un petit bal, on ressortait les Charles Trenet, etc. Le petit coffret de fin d'année avec la Ça bibliothèque. existe toujours, hein. Vous êtes Ça en année existe municipale. toujours. Hein. Ça existe toujours, mais aujourd'hui, on a bien élargi le sujet. Et les seniors eux-mêmes sont très demandeurs à ce qu'on prenne en compte leurs demandes. Et Ça a justement, beaucoup c'est changé. quoi leur demande aujourd'hui? C'est d'être des actifs comme les autres. Et je dis bien actifs. Ce que je veux dire par là, c'est que pour les seniors, être à la retraite, avant, si vous voulez, quand vous avanciez dans l'âge, vous aviez une triple disparition. La disparition du monde entrepreneurial, économique, avec la retraite. Ensuite, la disparition petit à petit du monde social, avant la disparition tout court. Exactement. Aujourd'hui, en ce qui concerne les seniors, les choses sont en train de changer. Vous avez par exemple des seniors qui vont, et là je ne parle pas d'obligations économiques, c'est-à-dire je ne parle pas y compris de seniors qui sont obligés de continuer à bosser, là c'est encore un autre problème. Vous avez des seniors qui vont par exemple continuer à transmettre après le départ à la retraite, tout simplement parce qu'ils ont envie de garder une activité. Ceux-là, ils n'ont surtout pas envie d'être considérés comme des retraités. En gros, laissez-nous bosser ou laissez-nous transmettre. Laissez-nous faire ce que l'on a envie de faire. On a toujours l'habitude de dire que les Rolling Stones sont en train de rentrer dans les EHPAD. Vous imaginez les Rolling Stones attendre sagement qu'on leur dise quoi faire? Non. Eh ben non, c'est exactement la même chose avec des seniors qui, pour la plupart, sont issus de la génération du baby boom. Exactement. Autre
point important et qu'il fallait qu'on soulève avec vous. Il y a eu un changement quand même dans la prise de conscience de la société sur la fragilité parfois de ces seniors. C'était la période du Covid. C'était un sujet, un objet d'étude très important, y compris pour les chercheurs en sciences politiques comme vous êtes. Concrètement, toute la société a arrêté de travailler pour protéger ses aînés. Qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon de cette période ? Moi, j'en ai retenu plusieurs. D'abord, ce n'est pas simplement la fragilité. Il y a eu la fragilité, l'isolement et un certain type de fonctionnement, de principe de précaution. Je vais revenir sur les trois. La fragilité, effectivement, oui, on s'est rendu compte qu'une personne âgée avait plus de risques, effectivement, de faire un Covid grave, de décéder, etc. Et les chiffres, malheureusement, parlent pour eux. Ça, je veux dire, c'est l'évidence. On s'est aussi rendu compte beaucoup de l'isolement. Oui. Je vais vous rappeler quelque chose, ça date d'il y a très longtemps. En 2003, on a la première grande vague de chaleur en France. Si vous regardez le nombre de morts, il y a 2 endroits qui sont très intéressants. L'arc méditerranéen et l'Alsace, avec moins de morts, pour 2 raisons. La première, c'est l'habitude des vagues de chaleur. La seconde, c'est la culture. Et culturellement, dans ces régions-là, quand la mamée, le matin, elle n'a pas ouvert ses volets à 8h, alors qu'on sait pertinemment qu'elle les ouvre à 7h30, on va vérifier. On va cogner. Alors qu'à Paris, on a eu des gens qui ont été se plaindre parce qu'il y avait une mauvaise odeur. Ça, déjà, c'est un On a vraiment eu ça à Paris. On a vraiment eu ça à Paris. Je pouvais regarder. Après, ça, c'est l'anonymat des grandes villes en général. Oui, mais c'est aussi la culture qu'il y a associée à un certain nombre de régions. Et troisième point, après l'isolement, c'est aussi le fait qu'après la crise Covid, par exemple, notamment dans un certain nombre d'établissements médico-sociaux, on a continué à empêcher, par exemple, les seniors, qui étaient les résidents, de voir les petits-enfants. Parce que vous comprenez, pour leur projet de vie, il ne faudrait pas que. Il faut juste comprendre à un moment ou à un autre que le projet de vie de quelqu'un qui a 95 ans, qui est enfermé dans un EHPAD, c'est justement de voir les arrière-petits-enfants le dimanche prochain. Oui. Moi, je vous donne un exemple très simple. Je ne vais pas donner des exemples personnels, j'en file. Ma grand-mère, qui avait une relation extrêmement privilégiée avec mon fils, n'a pas pu voir son arrière-petit-fils jusqu'à son décès parce que c'était les mesures qui étaient prises dans son établissement. Et là, on a été trop loin. On le sait aujourd'hui qu'on a été trop loin. Il faut qu'on fasse attention à ça. Ils comprennent en compte aussi ce que les seniors attendent. À 95 ans, il faut bien comprendre une chose, que ce que l'on veut, c'est des moments de plaisir avec celles et ceux qui nous entourent. C'est ça. Et puis voir ces petits-enfants grandir, enfin, c'est toujours quelque chose qui vous ravit et qui vous réveille. Donc c'est vrai que c'est une chose très importante. Restez avec nous, évidemment, Sébastien Potvin-Menant, parce qu'on a encore plein de choses à dire avec nos autres invités qui vous écoutent très sagement. Geneviève Manarino, je le disais, vous êtes la conseillère du président de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Alors, j'avais plus de mal à obtenir des chiffres parce qu'il y a plein de classifications avec M. Potvin-Menant. En revanche, avec vous, ce sera plus facile. Combien d'assurés dépendent de votre caisse ? Alors, c'est une caisse très particulière, qui est d'ailleurs toute récente, la 5e branche de la sécurité sociale, qui a donc été créée en 2003. Vous aviez évoqué la canicule. À l'époque, Premier ministre M. Raffarin. Ministre de la Santé, Jean-François Mattei. Voilà, qui s'est trouvé devant un moment terrible. On n'a pas su protéger nos aînés. Et donc, de fil en aiguille, tout le monde participe au financement de cette caisse, puisque c'est la journée de solidarité que l'on connaît bien dans les entreprises ou autres. Et donc, en fait, cette CNSA, elle ne va pas financer directement les personnes, les prestations, mais elle va accompagner les départements et les ARS pour pouvoir mener ces politiques de l'autonomie. Les agences régionales de santé. Donc, quand on parle des politiques âgées et handicap. Voilà, personnes âgées et handicap, ça c'est important, l'inclusion. Ici, on en parle d'ailleurs beaucoup sur Sud Radio. Quand on parle des politiques de l'autonomie, ce qui est un grand mot, effectivement, qui recoupe énormément de petites réalités, très concrètement, dans la vie quotidienne des gens, ça se manifeste comment ? Alors, pour les personnes qui ne sollicitent pas de prestations, ça se manifeste sur de la prévention à partir d'un certain âge, en lien avec son médecin traitant, par exemple, l'aménagement du logement aussi. Je pense que c'est quelque chose d'assez nécessaire et important. Et puis, pour les personnes qui ont besoin d'une prestation, vous avez l'aide personnalisée à l'autonomie, qui est versée par les départements et financée par la CNSA. Et puis, la prestation de compensation aussi du handicap, qui permet aux personnes vivant avec un handicap de vivre mieux là où ils ont envie de vivre. Alors, vous avez dit autonomie, c'est un mot-clé qui va revenir beaucoup, l'autonomie. Alors, si on joue sur les mots, autonomie n'est pas complètement l'indépendance, mais c'est quand même une vraie forme de liberté. C'est quoi la limite de l'autonomie ?
Moi, ce que j'ai d'abord envie de dire, c'est il faudrait qu'on demande à chaque personne qu'elle fasse la liste de ses envies. C'est ça. C'est extrêmement nécessaire. Alors, c'est ludique, ça fait référence à un film assez joyeux, enfin, pas que joyeux, mais en fait, voilà. Mais la liste de ses envies, c'est demander aux personnes qu'est-ce que je suis encore capable de faire, où est-ce que j'ai encore envie de vivre et comment je peux trouver des solutions qui s'adaptent à mes envies et aussi à mes besoins. Mais chaque personne, la plus petite autonomie possible, elle est extrêmement importante parce qu'on voit qu'il y a des capacités. Quand il y a encore des capacités, il y a du bien vivre. Oui, du bien vivre. Alors parlons maintenant du logement parce que c'est peut-être l'aspect le plus important de l'autonomie. Jusqu'à quel âge on peut continuer à vivre dans la maison, par exemple, où on a toujours vécu. Vous, j'ai remarqué la manière dont vous parlez. Vous ne dites pas ce que je ne peux plus faire, vous me dites ce que je peux encore faire. C'est là-dessus que vous insistez. Malgré tout, à un moment, on est obligé de changer. On est obligé d'adapter son logement. Je crois, alors il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'on est encore, même si ça évolue un petit peu, dans des solutions et des réponses binaires. On ne peut plus rester au domicile traditionnel. On propose une solution d'entrée dans un établissement, un EHPAD ou un établissement médico-social. Et à ce moment-là, on ne laisse pas le choix aux personnes. Alors, j'ai rien du tout contre les établissements. La CNSA les finance très bien. Je sens venir un mais. Voilà. Mais là, se pose la question du choix du lieu de vie de la personne, du bien vivre et du bien vieillir ou du bien vivre tout court. Et donc, à ce moment-là, il faut que l'on puisse proposer, c'est une forme de pas forcément de révolution, parce que ça existe maintenant, les logements inclusifs, les habitats inclusifs, mais il y a un panel de solutions qu'il faut proposer à la personne dans un parcours résidentiel pour qu'elle puisse faire le choix. Quand je dis ça, je ne dis pas que c'est facile, parce que d'abord, on est très attaché à son logement primaire, donc là, il y a toutes les aides d'adaptation. Mais à un moment donné, il y a peut-être des limites. Et là, on doit pouvoir se tourner, que ce soit vers des résidences services seniors, vers des résidences autonomie, vers l'accueil familial, vers la colocation. Le co-living, pour reprendre un nouveau terme à la mode de temps. Voilà, le co-living, l'intergénérationnel. Mais après, ça pose des questions qui sont graves, parce qu'on est tous passés par là à un moment ou un autre dans notre famille ou chez nos amis. À un moment, quand le choix, quand la question commence à se poser, qu'on sait que la personne âgée à laquelle on tient dans la famille ne peut plus vivre toute seule et qu'elle a besoin d'aller en établissement, mais vous avez des choix qui sont vertigineux, comme par exemple, est-ce qu'elle va aller dans un EHPAD qui se rapproche de ses enfants ou alors dans un EHPAD qui se rapproche du lieu où elle vit, où elle a encore quelques connaissances? On ne sait pas comment choisir. Alors, je vais revenir sur ce que vous dites. En fait, il ne faut plus penser comme ça. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut se dire qu'il faut qu'on renverse la table. On a des vrais sujets de citoyenneté. Vous le disiez très bien juste avant moi, monsieur, sur le fait de dire la personne, elle est encore citoyenne, elle doit être capable de s'exprimer. Donc, il faut que les pouvoirs publics, parce qu'il s'agit bien d'une politique publique, d'une gouvernance nationale, il faut que ces pouvoirs publics puissent proposer aux personnes un panel de solutions et les accompagner. Ça se met en place dans les territoires, dans les bassins de vie, et il faut vraiment que l'on puisse rendre beaucoup plus visibles les propositions et les offres que l'on est capable de faire, d'accompagner les professionnels. Ce sont des nouveaux métiers. Les métiers d'aide et de service à la personne et d'aide à domicile sont extrêmement nécessaires, importants pour le soutien de la vie à domicile. Mais dans ces lieux partagés, dans ces habitats inclusifs, vous avez des nouveaux métiers, des métiers de coordination, un peu maîtresse de maison, d'activités qui vont être proposées. Et on laisse aussi une forme de liberté de choix. Et moi, je tiens beaucoup à ça. J'ai été élue longtemps dans un département où j'ai porté fortement ces politiques. Je les vois avec beaucoup de plaisir évoluer, avec des propositions extrêmement intéressantes. Exemple, alors les logements inclusifs. Décrivez-moi un logement inclusif. Allez-y. Voilà, faites-moi la visite du propriétaire. Alors, la première visite que j'ai faite moi, quand j'ai été élue, je vous assure, j'en suis sortie. Je me suis dit, c'est ce qu'il faut faire. Vous rentrez dans un logement, c'était des personnes en situation de handicap, dans une grande tour, immeuble à Roubaix. On situe, on campe le décor. On campe le décor, donc on se dit, oulala, mais c'est pas accessible, etc. On rentre dans un logement, on est accueilli avec des personnes vivant avec un handicap qui vous accueillent, qui vous proposent un café, qui vous disent, vous savez, moi, la première chose que je fais le matin, c'est que je vais préparer le petit déjeuner pour mes colocataires. Ils peuvent être 5, 6, jusqu'à 8 en général. Ils ont des chambres à eux, mais ça peut être aussi des logements diffus, c'est-à-dire dans le même immeuble, il peut y avoir plusieurs appartements. Et puis, c'est un village dans le village, quoi. C'est un village dans le village, c'est un quartier dans une ville.
Et ce qui est important, je pense, à un moment donné, c'est d'entendre l'expression des personnes. Moi, j'ai rencontré une jeune fille qui me dit « J'attends, dans une semaine, j'ai la clé de mon appartement. » Elle était dans un fauteuil lourdement handicapé. Voilà. Et quand vous entendez ça, vous vous dites « Mais en fait, nous, on raisonne en aide. Et on ne raisonne pas forcément en expression de la personne citoyenne. Et ça, je crois qu'il faut l'ancrer, il faut l'écrire, et il faut surtout ne rien lâcher, parce que vous le savez aussi bien que moi, le mur démographique, comme on dit, la transition démographique qui va arriver sur le vieillissement, par exemple, avec le mur de 2050, donc c'est demain, on dit même... Qu'est-ce qui va se passer en 2050 ? Un nombre de personnes âgées qui va exploser. Et à partir de là, il faut qu'on donne des réponses, mais pas des réponses en disant, bon, on ne peut plus rester chez soi, on va en établissement. Mais non, parce qu'on ne va pas considérer les envies de la personne. Non, c'est ça. Et puis en plus, ce serait une manière complètement passéiste de procéder, quoi. Absolument. Autre priorité qui vous reste, dernière priorité dans ce domaine ? La dernière priorité, c'est parce que donc là, moi, dans ma mission, je vais écouter les élus locaux pour voir déjà comment ils perçoivent ces situations, parce que c'est eux qui ont l'oreille aussi de leurs concitoyens. Et la priorité, c'est d'embarquer tout le monde, de mettre autour de la table les élus locaux, les partenaires, c'est les facile associations. C'est facile parce que ça Parce qu'on est dans un pays où il y a quand même beaucoup d'interlocuteurs différents, on ne sait jamais à qui s'adresser. Absolument. C'est facile, mais le rôle de la Caisse, c'est ça aussi, c'est d'arriver à fédérer, d'accompagner. Je ne dis pas que c'est simple, mais moi je me dis qu'à un moment donné, quand une personne va pousser la porte, on va dire, de sa commune, parce que c'est peut-être le premier interlocuteur, il faut qu'on puisse lui proposer toutes les solutions qui va correspondre à ce qu'elle a envie de vivre, et surtout en lui disant mais comment on peut vous aider madame, et non en lui disant bon, qu'est-ce que vous voulez vous, et ce sont des mots simples, on parle vrai. On parle vrai toujours. Sur Sud Radio, vous vouliez réagir ? Alors moi j'aimerais rebondir puisque... Rebondissez, Guy Le Charpentier, je le rappelle, dirigeant de Ressentez-vous. Tout à fait. Et du coup, je voudrais rebondir sur l'habitat inclusif. La CNSA nous a permis, il y a 4 ans, de nous lancer dans une aventure d'aide à la vie partagée dans un habitat inclusif en Lot-et-Garonne, autour d'une thématique qui rassemble les générations autour d'un parc de logement social. Donc c'est un parc de 40 logements. Et l'idée, c'est qu'il y a une salle de sport en pied d'immeuble. Et nous, on a, dans le cadre de l'AVP, cette démarche d'animer et de créer du lien entre les générations grâce au sport, grâce à cette pratique sportive. Et j'ai un clin d'œil quand même, puisqu'on était en année olympique en 2024. Et on a une de nos locataires qui était seule à domicile dans une grande maison et qui, grâce à cet habitat, a pu se relancer dans une forme d'habitat alternative à l'EHPAD. Et elle s'est remise à faire de l'activité sportive. Grâce au JO ? Grâce au JO. Elle a fait quoi ? Alors, la chute arrive. En fait, comme elle avait cet accès à la pratique quotidienne, on a fait un dossier pour qu'elle puisse porter la flamme olympique. Et cette dame a porté la flamme olympique à Bordeaux, dignement, avec tous les locataires qui sont venus l'encourager. C'était assez savoureux de voir ça. Alors qu'elle était seule avant. Exactement, elle était seule, elle était veuve. Et à 96 ans, elle a porté la flamme olympique à Bordeaux. Et elle continue de faire de l'activité physique. Ça n'a pas été qu'un feu de paille, cette flamme olympique. Et du coup, l'habitat partagé et l'habitat inclusif a permis ça, ce maintien dans la vie, dans une logique transgénérationnelle, puisqu'il n'y a pas que des vieux, en gros, qui sont sur ce logement-là. Non, évidemment. Et c'est ce qu'il faut, en fait. C'est-à-dire qu'il faut mélanger en fait, tout le monde et les différentes générations. Il faut mélanger et trouver le prétexte pour que cette mixité se fasse. Et là, on a trouvé le dénominateur commun qui est l'activité sportive, toutes ses formes. Ça va du yoga à la pratique du rugby adapté, c'est assez varié. Mais l'idée, c'est de trouver un prétexte. Ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être plein de choses. Mais il faut quand même trouver ce prétexte à mixité. Sinon, il ne suffit pas de mettre des gens de différentes générations au même endroit. Vous prenez le métro, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de mixité. Et puis je peux le dire de manière cynique, on a de toute façon toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un qui est plus âgé que soi, puisque la personne a par définition... Et de plus jeune aussi. Oui, ça c'est vrai aussi. Mais la personne a par définition davantage d'expérience. On va parler, de citoyens actifs et de service à la personne avec Mathieu Didier-Jean, je le rappelle, président d'Accès SAP pour SAP, service à la personne. Des jardiniers, des hommes et des femmes de ménage, par exemple. Alors, pardon, des paysagistes, vous l'avez dit. Mais qui font l'entretien de jardin. Exactement, c'est normal. De toute façon, on est un peu paysagiste dans son propre jardin. Le Français adore le jardin et adore faire également lui-même les prestations d'entretien de jardin. Mais c'est vrai que de notre côté, au niveau de la coopérative Accès SAP, alors c'est vrai que quand on parle de service à la personne, il y a beaucoup d'activités. Il y en a 26, loi Borloo, 2005, l'encadrement.
Au niveau des prestations, alors moi je vais porter quand même la voix de l'entretien de jardin parce que évidemment. c'est vrai qu'on travaille énormément avec des entreprises d'espaces verts. Chose importante malgré tout, la majorité de vos clients, en tout cas des clients de vos paysagistes, je vais employer vos termes, sont plutôt des seniors ou c'est pour toute ça la que population? Il faut bien remettre le contexte. C'est que nous, on est une coopérative de services à la personne, c'est-à-dire c'est un groupement d'associés. Ouais. C'est majoritairement des TPE, PME, notamment sur la prestation d'entretien de jardin. Donc les adhérents de la coopérative sont des professionnels et les clients finaux, donc le particulier, est client de la coopérative. Voilà. Et c'est vrai que le client de la coopérative, on peut partir du principe souvent de se dire l'entretien de jardin, c'est pour les foyers fiscaux aisés. Parce que souvent on l'entend, là ces derniers mois, à chaque fois, c'est c'est des gens qui ont de l'argent. Qui comme peuvent le faire ménage, entretenir c'est ce le qu'on jardin. entend, ça c'est le cliché numéro 1. Alors je remets quand même dans le contexte, dans les services à la personne, dans les 26 activités, les chiffres de la DGE de l'année dernière, qui avaient été également présentés au Salon des services à la personne, 40% de l'activité c'est le ménage. 40%, entretien de la maison, travaux ménagers. Ensuite, il y a l'aide domiciliaire, donc 25%, et le jardin arrive en troisième. Donc 13%. On rappelle ce que c'est que l'aide domiciliaire? Tout ce qui est aide aux personnes âgées, Voilà. aide aux personnes handicapées, tout ce qui relève de l'agrément et pas de la déclaration des services à la personne. Mais l'entretien de jardin chez le particulier, c'est quand même la troisième activité en France, devant l'aide, les gardes d'enfants, par exemple, qui arrivent juste derrière. Et j'ai l'impression que souvent, l'entretien de jardin, ça rentre un petit peu en après, mais ça rentre complètement dans le domaine de... C'est une pièce de la maison en fait. C'est comme, en gros, quelqu'un qui veut rester chez soi, les personnes âgées ne peuvent plus entretenir les jardins. Ils ne peuvent plus le faire physiquement. Ne serait-ce que parce que ça vous demande de vous baisser tout bêtement quand vous plantez quelque chose, que vous l'arrachez, quand vous désherbez. C'est très physique. C'est physique. Une taille de haie, c'est physique. Exactement. Même une tonte de pelouse, c'est physique. Donc c'est dans les 26 activités. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on apporte au niveau d'Accessap, c'est une certaine simplicité côté pro, mais côté aussi particulier. Parce que les particuliers, aujourd'hui, ils cherchent des prestataires, ils ne savent pas vers qui... On ne sait jamais. Et puis on nous recommande toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, et à la fin, la personne peut ne pas faire l'affaire. Ça, c'est du vécu. Vous l'avez dans toutes les villes et tous les villages de France. C'est du vécu et c'est vrai que de notre côté, vu qu'on est un groupement d'associés, aujourd'hui, c'est à peu près 8000 entreprises qui sont adhérents de la coopérative, eh bien, finalement... Cet adhérent qui intervient, il va avoir des clients particuliers directement dans son portefeuille aujourd'hui. Et nous, on va apporter cette solution administrative simplifiée. En fait, c'est de leur dire, vous voulez avoir un entretien de jardin de qualité et finalement un avantage en plus avec le crédit d'impôt, c'est simplifié par... Joignez l'utile à l'agréable, en quelque sorte, si j'ai bien compris ce que vous disiez. Mais du coup, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous y avez répondu d'une certaine manière. Vous avez dit, quand on prend de l'âge, on ne peut plus physiquement jardiner. Ce qui veut dire... qu'une grande partie de vos clients sont quand même des seniors. Alors, une grande partie des clients sont des seniors. Pourquoi ? Alors, on le voit de quelle manière ? Nous, on gère toute la partie administrative. C'est-à-dire que les encaissements, ça passe par nous. Déjà, on constate quelque chose, c'est qu'il y a 3 ans, il y a eu l'avance immédiate de crédit d'impôt. L'avance immédiate de crédit d'impôt arrive, on est parti du principe de se dire, ça va intéresser surtout les actifs, les plutôt jeunes qui ont une habitude d'aller sur Internet pour créer un compte et puis s'inscrire à l'avance immédiate. Nous, on a un recul maintenant depuis 3 ans. On a inscrit un peu plus de 200 000 clients particuliers dans toute la France. Il y a plus de 60% des clients déjà qui ont plus de 65 ans. Donc, on fait quand même la démarche d'aller sur Internet, d'aller créer un compte. Et nous, on les a accompagnés dans cette démarche-là. Donc, on a déjà sur le moyen de paiement dématérialisé la majeure partie des gens qui sont des personnes âgées. Et alors après, je ne parle même pas du règlement par chèque. Il y en a encore beaucoup qui règlent par chèque. Évidemment. Et on le voit, c'est encore 20% des modes de paiement. Mais ils ont cette habitude de donner le chèque encore à un intervenant, même si c'est tous les mois. 20% par chèque, vous dites ? 20% encore des règlements sont encore par chèque. C'est ça. Chez nous. Donc ça donne encore une idée. Donne une idée de vos clients aussi. Ce qui est normal, c'est générationnel le chèque. C'est complètement générationnel. On est un des seuls pays encore, je crois, en Europe. Ça a été une exception française en plus. Bon, alors après, nous, c'est une valeur ajoutée parce qu'on on le traite. Mais voilà. Mais en tout cas, et ça c'est important parce que vous êtes un acteur privé, de facto, tout à fait. Mais cet acteur privé aide aussi au maintien au domicile d'une certaine manière, parce que c'est ce que vous faites. Tout à fait, parce qu'en gros, c'est vrai que la partie entretien de jardin, les gens vivent chez eux. Alors après, on a aussi une partie ménage, mais principalement quand on parle de l'entretien de jardin, eh bien, j'aime bien le dire qu'on est sur des activités de la vie quotidienne. On est sur du confort de vie des gens qui, demain, s'il n'y a plus le crédit d'impôt et le service à la personne, ne le font plus. Ils ne le feront plus et derrière, on le sait très bien comment ça se passera. Ils feront
à la main. Voilà. Ils bricoleront et à la fin, en plus, il n'y a rien de plus triste qu'un jardin qui n'est plus entretenu. Et en général, c'est pas bon signe d'ailleurs. Je voyais David Valentin, trésorier national du groupement des animateurs en gérontologie, je vous voyais réagir. Oui, je crois que c'est important aujourd'hui de proposer ce type de solution. Alors on le voit à l'échelle des territoires, notamment avec de nombreuses conciergeries qui se développent. Alors ça peut être effectivement changer une ampoule, aller déboucher un évier. Et aujourd'hui, je dirais qu'en plus, dans ce paysage-là, il est important d'avoir des personnes de confiance et de référence. Je connais 2 ou 3 jeunes qui ne savent pas déboucher un évier non plus. Certes. Il faut quand même aussi remettre les choses en place. Et par rapport à ça, il y a un facteur qui est à prendre en compte. Et c'est pour ça que c'est important que ce type de dispositif se développe sur les territoires. Ouais. C'est aussi la notion de vulnérabilité qui arrive souvent avec l'avancée en âge et qui fait que oui, les seniors peuvent être rapidement victimes de personnes qui vont abuser et profiter d'eux par rapport à ce type de service. D'où l'intérêt d'avoir effectivement des personnes références de confiance sur les territoires pour pouvoir les orienter vers des intervenants en tout cas qui ne profiteront pas de cette vulnérabilité. Et ça vous fait bien de le dire parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est un sujet un petit peu tabou, mais souvent il faut le souligner. Les personnes âgées sont souvent des cibles des arnaqueurs. Souvent. Nous, sur Sud Radio, lorsqu'on raconte les dégâts occasionnés par telle ou telle tempête, par exemple, le lendemain, vous voyez des types qui se font passer pour des couvreurs et qui vont venir arnaquer les gens. C'est quand même un fléau. Là, on est sur un phénomène de société aujourd'hui, non ? Oui. Alors, la prévention des arnaques, c'est aussi un enjeu majeur par rapport à l'avancée en âge. Alors, je sais que sur le territoire où je travaille, on met régulièrement en place des temps justement de prévention animés par toutes les personnes qui travaillent autour de ça, que ce soit les arnaques physiques, les arnaques téléphoniques, et puis maintenant les nouvelles formes d'arnaques qui sont liées à l'usage du numérique avec l'IA. C'est l'IA qui appelle directement les gens. Oui, le faux conseiller bancaire, par exemple, qui est très convaincant, que vous pouvez avoir 2 ou 3 fois au téléphone avant en plus d'avoir un peu honte, parce que vous vous rendez compte que vous êtes fait rouler pendant un bon moment avant de comprendre la supercherie. Enfin, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, c'est un sujet pour lequel chaque acteur qui intervient auprès de ce public, en tout cas, d'avoir une attention particulière et sensibiliser effectivement à tous ces risques d'arnaque. Ouais, exactement. Alors ça, c'est pour l'aspect prévention. C'est un des aspects prévention, parce que vous en avez d'autres, des aspects prévention. Alors oui, moi je dirais que pour donner ces lettres de noblesse à l'âge d'or, il faut déjà briser un mythe, c'est le fait que vieillir, c'est perdre la santé. C'est ça. Je veux dire, aujourd'hui, vieillir, c'est un processus naturel qui permet de gagner en expérience et prendre du recul, redéfinir ce qui compte vraiment pour soi. Mais il va y avoir forcément un moment, il va falloir compenser avec des vulnérabilités, des fragilités, c'est ce qu'on disait. Parce qu'il faut le dire malgré tout, si notre slogan c'est parlons vrai, malgré tout, vous avez plus de chances d'avoir des problèmes de santé à partir d'un certain âge, ce qui est logique. Ce qui est logique, mais avant tout... Ça s'accompagne. Ça veut dire qu'il faut d'abord faire en sorte de rester citoyen, un citoyen à part entière, et puis activer les bons leviers, parce que certes c'est une chose d'ajouter des années à la vie, mais il est surtout important d'ajouter de la vie aux années, et c'est aussi le secret de la réussite du bien vieillir, qui passe par tous ces aspects préventifs qui vont pouvoir être mis en place. Alors moi, je définirais 3 axes sur la prévention. Alors il y a déjà tous les exercices, effectivement. On a parlé du sport déjà. Ça tombe sous le sens. Et puis on y reviendra avec Guy, parce que Guy est quand même une vraie expertise dans le domaine. Mais moi, je dirais que sur ces aspects de prévention, il y a déjà tout ce qui va être la prévention. Elle se situe à 3 niveaux. C'est le bien-être physique, le bien-être psychique. On parle beaucoup de santé mentale en ce moment. C'est un sujet qui est d'actualité. Et puis, il y a une autre forme de bien-être qui est indispensable, c'est le bien-être social. Par rapport à ça, je rebondirais sur ce que vous avez dit par rapport à ce vécu de Covid, où dans les structures, notamment dans les structures d'accueil, les visites ont été... il n'y a plus de visites, les activités ont été terminées, et finalement on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivaient dans ces structures qui ont perdu l'autonomie beaucoup plus rapidement sur le biais de cet abandon social et de ce non-accès. Moins stimulé par l'échange avec les uns et les autres, on est d'accord ? Tout à fait, moins stimulé par l'échange, et du coup on a vu des syndromes de glissement, et aujourd'hui il y a même des études qui tendent à prouver qu'il y a eu plus de décès de personnes qui sont mortes suite à un syndrome de glissement lié à cet abandon social, ne plus avoir accès aux activités, que de morts du Covid. Voilà, ça c'est un fait. Du coup aujourd'hui je dirais qu'il est important effectivement de travailler sur cette prévention de la perte d'autonomie. Alors le mot prévention, je l'aime pas trop non plus, parce que voilà, moi je préfère être toujours d'utiliser. Vous voulez être positif. Bon, bref, qu'est-ce qu'on doit éviter ? Qu'est-ce qu'on doit faire, ou qu'est-ce qu'on doit garder comme bonne habitude ? Alors les bonnes habitudes, déjà, c'est pour la santé mentale. On sait très bien que la bonne habitude, c'est d'avoir une vie sociale de qualité, parce que l'isolement social, c'est un facteur. Vie sociale de qualité, ça veut dire quoi ? Je dois sortir au musée, je dois jouer à la belote, je dois aller faire du sport. Alors, par rapport à ça, soyons concrets. Soyons concrets. Je veux dire, aujourd'hui, on disait qu'il faut vraiment partir de la parole des anciens et construire à travers leur centre d'intérêt, à travers tout ça. Et c'est aujourd'hui, nous, les acteurs de l'accompagnement, pouvoir proposer un panel d'activités, que ce soit des activités physiques, cognitives, en lien avec ces centres d'intérêt qui ont été repérés. Il ne faut pas que nous, on projette ce qu'il y a de mieux pour eux, mais qu'on parte bien
de ce qu'ils ont envie. Et par rapport à ces aspects générationnels, on sait bien que la génération des boomers, contrairement à celle des silencieux, les attentes ne seront pas les mêmes. Non. Les centres d'intérêt vont être différents, donc il va falloir qu'on réadapte nos pratiques au quotidien. Mais c'est ça, il faut s'adapter. Alors après, il y a déjà des choses qui existent de facto. Par exemple, si notre slogan c'est parlons vrai, il faut aussi qu'on dise ce qu'on voit. Si vous allez à une exposition dans un musée, par exemple, ou si vous allez à un concert de musique classique, en général, le public est senior, massivement senior. Je mets de côté les groupes de scolaires ou autre chose. Ce qui veut dire que malgré tout, c'est pour ça qu'on peut parler d'âge d'or, les seniors sont quand même très investis aussi dans la vie culturelle et souvent ils le sont davantage que ceux qui les précèdent. Alors ils sont investis dans la vie culturelle, dans la vie sociale, dans la vie associative. Ouais. Mais je dirais qu'il y a aussi, je dirais, des déterminantes qu'il faut bien prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, il y a le senior qui est capable justement d'aller par lui-même pratiquer ses activités. Et puis, il y a un moment où il y a des fragilités qui vont s'installer et où effectivement, ça va être plus compliqué parce qu'il va y avoir, il ne pourra pas mobiliser les ressources nécessaires pour le faire. Alors, les ressources, elles peuvent être à la fois sur le physique, psychique, et puis les ressources financières. Et c'est là que justement que la CNSA joue un rôle très important parce qu'elle nous accompagne sur les territoires. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui est représentée ici par Geneviève Manarino. Qui nous amène effectivement, qui nous permet par le biais de financement, par le biais de la commission des financeurs ou même par le biais du réseau francophone Villani des aînés, de développer sur nos territoires des projets, de développer effectivement un accompagnement global qui va favoriser, en tout cas pour ces personnes-là qui commencent à avoir des difficultés et ne peuvent plus mobiliser les ressources, avoir une vie sociale de qualité, l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, pratiques sportives, la citoyenneté, la solidarité. Voilà. Et d'ailleurs, je me retourne vers Sébastien Potvin-Menant, que je vois opiner du chef depuis tout à l'heure. C'est un fait souvent, lorsque vous avez une association, par exemple, qui s'est faite dans un quartier, ou alors contre l'ouverture d'un commerce, ou alors pour l'ouverture d'un commerce, souvent ce sont des seniors. En général, ce sont des retraités. C'est un acteur très important dans la vie sociale aujourd'hui. C'est un acteur très important qui va l'être de plus en plus, mais ça va être de plus en plus difficile de le cadrer. Alors je vais commencer par ce deuxième point, le style de vie. Ouais. La vision du retraité qui se donne corps et âme pour une association, quasiment comme il le faisait. Ça, c'est fini. C'est terminé. Tout comme la vision du retraité qui se donne corps et âme pour ses petits-enfants, c'est terminé aussi. Tout comme la vision du jeune qui se donnait corps et âme pour son parti politique il y a 50 ans, ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme, vous savez, quand on remplace un médecin libéral par un médecin salarié. Quand vous remplacez un senior bénévole d'aujourd'hui par rapport à un senior bénévole d'avant, vous êtes en train de me dire que les seniors ont des horaires aujourd'hui, c'est ça que vous êtes en train de me dire? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont quitter l'association parce qu'ils ont un cours de gym. Et que le soir, ils iront peut-être s'occuper des enfants, et puis qu'après, ils iront peut-être au théâtre, mais le lendemain, ils vont aller faire une langue, etc. C'est-à-dire que le style de vie change. On peut quand même classer un cliché, parce que le style de vie change pour tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les jeunes qui ont changé, les vieux aussi ont changé dans ce pays. Hein. Vous savez, je n'arrive plus à voir mon père. C'est vrai. Et il a un emploi du temps qui est trop de gym. Il est tout le temps trop de choses. Voilà. Woody Allen disait un vieux est un jeune qui ne sait pas ce qui lui est arrivé. En réalité, on est exactement ça. Donc ça, c'est sur le style de vie qui change énormément. Ensuite, deuxièmement, attention, on n'est pas que dans un vieillissement de la population. On est dans une transition démographique. Ça veut dire qu'il y a deux effets. Si on voit la pyramide des âges, vous avez le sommet qui s'évase, et puis vous avez la base qui s'érode. Ça veut dire que les besoins vont être de plus en plus nombreux. C'est-à-dire que l'âge d'or des seniors, c'est que non seulement ils vont être nombreux, mais qu'en plus la société va avoir de plus en plus besoin d'eux. Et c'est ça qui change le plus. C'est-à-dire, il faudra qu'ils travaillent, ça veut dire que tous les besoins de la société... je vais dire un truc très simple. Allez-y. Dans une société comme ça, il y a trois leviers. Il y a soit on fait plus d'enfants, ça n'a pas l'air d'être le cas, soit il y a plus d'immigration, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est un peu en tension en ce moment, soit on va demander aux seniors plus de choses. D'accord ? Et ça, c'est pas en tension pour vous non plus ? Il y a que... j'en sais rien. En tout cas, c'est d'un point de vue politique, sur ces trois éléments-là, il va falloir prendre des décisions. Je vois Madame Manarino de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Alors, c'est un vrai sujet pour la Sécu aussi. De moins en moins de cotisants et de plus en plus d'assurés sociaux dans votre branche, en tout cas, si je résume grossièrement. On est d'accord et moi je voulais juste aussi intervenir sur les personnes vieillissantes qu'on ne voit pas, les invisibles. Et c'est là où entre la solution d'un logement qui va pouvoir les aider à être moins isolés. Et quand on parle de logement intermédiaire ou alternatif, il faut absolument que ça soit situé dans des quartiers où il va y avoir de la vie avec un écosystème. Je réagissais parce qu'il y a des personnes âgées qui ne vont pas avoir accès ni à la culture, ni aux loisirs, ni au sport parce que ça n'a pas été dans leur éducation ou pour plein d'autres raisons. Il faut de la mixité générationnelle, pas seulement sociale. Voilà, il faut de la mixité générationnelle et il faut penser le logement aussi comme ça et plus mettre
des barres d'immeubles à l'extérieur parce qu'on se dit il y a finalement un grand centre co, ça va les aider à aller faire leurs courses. Parce qu'on fait encore ça ou pas? Parce que ça fait à peu près 30 ans, mais moi je commence à vieillir, ça fait 30 ans que j'entends dire qu'il ne faut plus faire des grandes barres à l'extérieur de la ville. Alors je ne sais pas si ça se fait encore, mais je pense que ça se fait encore parce que ne serait-ce que dans la ville où je suis, j'en vois qui sont un peu éloignés du centre-ville. Mais pour revenir sur le sujet des personnes âgées ou des personnes vieillissantes, dans le choix de leur logement, quand elles ne peuvent plus rester chez elles, il faut vraiment avoir cette idée d'un écosystème culturel, sportif. On est tout à accès, qu'on ait un accès facile à peu près tout, y compris d'ailleurs pour éviter d'avoir à prendre sa voiture dans certains cas, parce que c'est un autre sujet politique qui se rapproche. Est-ce qu'on doit pouvoir garder le permis de conduire à vie ou pas? Il y a eu un certain nombre de drames qui sont faits et de débats qui vont continuer. Je crois que vous voulez prendre la parole, Guy Le Charpentier, je le rappelle, dirigeant de Re-Santé-vous. Oui, alors du coup, vous évoquiez l'habitat et le fait d'avoir un habitat facilitant. L'idée, c'est de faire évoluer, on entend pas mal parler de MaPrimeAdapt qui permet d'aider à faire des travaux. Mais on rappelle ce que c'est comme type de travaux. Vous pouvez mettre par exemple une rampe, vous pouvez installer, faire une douche un peu plus sécurisée. Exactement. Et du coup, ça ne suffit pas parce qu'en gros, là, on est sur de l'autonomie solitaire. C'est-à-dire qu'on va prendre sa douche tout seul, certes, mais on n'est pas sur une autonomie solidaire à l'échelle d'un quartier ou même de son immeuble où on va voir d'autres personnes. Je pense que le sujet, je ne dis pas qu'adapter des douches, ce n'est pas intéressant, mais c'est insuffisant. Et ça n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est l'isolement social. Le problème principal, c'est l'accès à d'autres relations. On a parlé d'âge d'or, mais il y a des personnes autonomes qui sont capables de conduire leur voiture en province ou de prendre les transports dans les communes, dans des villes, dans les métropoles. Mais il y a la capitale aussi d'ailleurs. Et il y a des personnes qui ne peuvent plus faire ça et elles se trouvent seules. Et c'est un crève-cœur. Et c'est un crève-cœur et c'est la chanson de Brel. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour ces personnes-là? Si vous revenez à cette chanson qui est magnifique, La pendule au salon, qui dit oui ou qui dit non. Parce que par moments c'est dangereux aussi, il faut le reconnaître. On a tous croisé des personnes âgées qui conduisent, dont on se disait c'est trop dangereux qu'elles continuent à conduire. C'est une réalité et vous pouvez avoir un accident. Donc qu'est-ce que vous prenez comme décision quand vous êtes à la campagne et que cette maison est isolée de tous les commerces? Alors il existe une association qui s'appelle CAR, donc c'est conduire l'automobile du retraité. Donc la personne a encore sa voiture mais elle ne peut plus conduire. Et du coup il y a des réseaux de personnes qui se portent volontaires pour conduire cette voiture. Ça c'est génial. Donc c'est CAR et après vous mettez le numéro du département qui correspond à votre territoire. C'est quoi sur quel site internet on peut retrouver ça? CAR, CAR, tout bête. C'est l'association Agir ABCD qui propose ça. Et du coup, j'ai découvert ça dans des chauffeurs bénévoles. Des chauffeurs qui ne sont pas toujours bénévoles, et qui peuvent être payés qui ne sont pas toujours bénévoles. Ils peuvent avoir une rétribution pour le fait de conduire ces véhicules, donc conduire l'automobile du retraité. Mais du coup, l'autonomie solidaire, elle vient aussi d'un travail culturel à impulser. On parlait d'habitat regroupé, des immeubles. Donc du coup, c'est comment on se soucie. Tout à l'heure, Sébastien disait, sur Paris, on s'est inquiété en 2003 parce que ça sentait pas bon. Et on s'est plaint. Donc du coup, c'est pas, on n'a plus vu Madame Michu à la boîte aux lettres. On s'est plaint. Donc c'est comment on prend soin, on ouvre les yeux, on est vigilant sur son voisinage, on est solidaire. Alors il existe tout un tas de solutions. Et il en faut qu'il en existe tout un tas. Il n'y aura pas une solution exacte. Chaque territoire doit penser ses solutions à l'échelle de sa culture, de ses ressources. Et en tout cas, c'est extrêmement important de cultiver une démarche de solidarité. Et c'est pas une question d'âge, c'est une question de fragilité. La fragilité, il se trouve qu'en vieillissant, on se fragilise, mais on peut être fragile et jeune. Oui, ça c'est vrai. David Valentin? Alors, ce que Guy est en train de dire, c'est très important. Le repérage des fragilités, des vulnérabilités, c'est effectivement essentiel. Et puis ça se joue à la fois au domicile, mais ça peut aussi arriver dans les nouvelles formes d'habitat, comme en institution. Je veux dire, l'isolement social, c'est pas uniquement pour la personne qui vit chez soi. Ça se limite pas à ça. Et c'est pour ça qu'il faut être dans ce repérage-là. Il faut proposer des actions. Et j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est aussi le maillage qui va être fait sur le territoire. Comment les acteurs qui interviennent sur le territoire vont coordonner leurs actions pour mettre du lien à tout ça, pour que chacun ne reste pas enfermé, pour que les résidents qui vivent à domicile puissent aussi interagir avec ceux qui vivent dans ces nouvelles formes d'habitat, puissent interagir avec ceux qui vivent en institution, en EHPAD ou dans d'autres formes de résidence. Et c'est là justement que jouent un rôle important ces animateurs sociaux dont le GAG, que nous accompagnons au sein du GAG, qui sont là effectivement pour mettre ce lien, que ce soit en structure, mais aussi qui sont là pour coopérer avec tous les autres acteurs du territoire, pour construire des projets
des projets pour créer du lien social entre les structures. Et nous, on est là effectivement pour les accompagner. Et aujourd'hui, il y a un nouveau secteur vers lequel on se penche beaucoup parce qu'il est important, c'est le domicile. Parce que vivre seul chez soi, c'est une chose, mais le facteur d'isolement, il est beaucoup plus important finalement que, comme vous le disiez, quand on se retrouve dans une structure où il y a du monde. Donc nous, aujourd'hui, on souhaite effectivement faire monter en compétence des personnes qui interviennent à domicile. On a un projet là-dessus pour les aider justement à acquérir ces compétences de je repère une situation de fragilité, je repère de l'isolement, vers qui j'oriente, leur donner des outils aussi, des outils pour pouvoir proposer une activité. Tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et vous faites pareil avec vos hommes de ménage ou alors vos paysagistes? Alors oui, c'est vrai que quand là, je vous écoute, c'est quand j'entends lien social, nous ce qu'on constate aussi, c'est que les adhérents de la coopérative, c'est dans les milieux ruraux, c'est-à-dire que c'est dans les campagnes. Et nous, souvent, quand ils vont chez les particuliers, eh bien, ils nous font le retour comme quoi, quand c'est 1 ou 2 passages dans le mois, c'est les seules personnes que les gens voient, sur lesquelles ils créent du lien social avec les gens. Sur le mois ? Sur le mois parfois. Et en fait, ils créent du lien social, notamment sur la partie entretien de jardin, parce qu'ils sont contents d'avoir leur intervenant, le paysagiste qui vient, qui fait 10 à 12 passages dans l'année. Et puis pour eux, c'est même plus. Ils ont une relation qui va au-delà de uniquement prestataire et client. Oui. Ça devient des amis, ils viennent prendre le café. Enfin, c'est pas la même relation derrière. Avec modération. Ouais, voilà, ça dépend de l'horaire l'horaire. Mais c'est pour ça qu'il faut recentrer à chaque fois sur le fait qu'on est sur une prestation de service à la personne. C'est des prestations sociales. C'est des prestations où il y a un vrai lien qui se crée entre un professionnel et puis un particulier qui est en demande. C'est plus qu'un service marchand, quoi. C'est beaucoup plus que ça. Ouais. Je pense que notre ami universitaire et prof de Sciences Po dira la même chose. Oui. Je vais vous donner un autre exemple. La Poste. Ouais. Bon, vous savez qu'elle a un petit sujet de cœur de métier qui est un petit peu à réinventer. Pour un certain nombre de personnes, le postier, c'est le seul contact avec l'extérieur. Ouais. Donc le postier qui vient moins souvent, c'est un problème. C'est une forme de décrochage. C'est une forme de décrochage. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de courriers, donc il faut réinventer. Et qu'on dématérialise tout. Oui, et réinventer de manière commerciale, en réalité, le lien, et ce qui pose des difficultés, y compris avec les élus qui disent attendez, avant c'était gratuit, maintenant c'est payant. Tout ça, en fait, il faut repenser. La difficulté, il faut bien comprendre ça, c'est que cette transition s'inscrit dans tout un tas d'autres transitions. Transition écologique, transition technique, etc. Et qu'il faut garder le lien. Et que dans ce moment-là, la grande difficulté que l'on a, c'est qu'on peut être très vite lâcher les choses. Oui, on est tellement habitué à avoir un portable à la main que la facilité est de dire pour aller plus vite, pour gagner du temps, on va faire quelque chose de numérique. Quand on fait quelque chose de numérique, on peut perdre des gens. Et comme je le disais en début, et pour un peu boucler la boucle, les seniors, on peut pas les qualifiés. Il n'y a pas une définition du senior. Il y a des seniors avec des manières de vivre différentes. Et l'impérieuse nécessité qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de faire en sorte de n'en oublier aucun. Et ça, ce sera toujours très difficile. Vous qui êtes universitaire, est-ce qu'on peut dire que les Français sont plutôt plus proches que les autres Européens de leurs aînés ou plutôt moins proches? On entend tout et tout son contraire à ce sujet-là. Voilà. Culturellement, on est comment? Culturellement, on est un carrefour. Non, mais je veux ça, dire, c'est du en même temps, ça. Ça s'appelle de la géographie. C'est pas du en même temps, c'est de la géographie. C'est-à-dire que donc les Scandinaves vont avoir une manière de voir, les Alémaniques une autre, les Latins encore une autre. Et en réalité, nous, on a des tendances qui viennent d'un petit peu partout. Voilà. Ça. Prenez le cas de la Suisse, vous allez voir en minuscule la situation de la France en Suisse entre les cantons francophones, les cantons germanophones, les cantons italiophones. Donc, de toute façon, voilà. Donc, je reformule ma question. De quel pays on devrait s'inspirer? Moi, je crois qu'il faut s'inspirer de tous les pays pour faire un modèle français. Mais si je dois répondre, ça a été dit un petit peu tout à l'heure. On doit d'abord changer notre vision de penser notre système de santé. On a parlé beaucoup de prévention. Depuis, vous parlez de ça fait 30 ans que, moi ça fait 30 ans que j'entends parler de la prévention. Maintenant, il faut qu'on arrive à la mettre en œuvre. Un chiffre très simple, par rapport à des pays qui ont la même espérance de vie que nous, on a 10 ans de vie sans incapacité, ce qu'on appelle la vie en bonne santé, de moins. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas cette politique de transition. Et là, vous pouvez regarder. 10 ans. Oui, 10 ans. Donc, de manque d'autonomie. 10 ans où on va être beaucoup plus souvent chez le médecin. Voilà. Et dans une société qui vieillit, où on va avoir besoin des seniors, l'âge d'or des seniors, ça veut juste dire
on va enfin vous dire on a besoin de vous, alors qu'avant c'était allez poussez-vous, place aux jeunes. Et bien maintenant c'est un petit peu des deux. Mais comment on peut arriver dans cette situation-là? Je reviens sur le chiffre que vous m'avez dit, on a 10 ans à espérance de vie égale, de vie en bonne santé de moins que les autres, alors qu'on passe notre temps à dire qu'on a le meilleur système de santé du monde. On a le meilleur système de santé du monde parce que la preuve que non. Je touche du bois. Si l'un de nous six a le moindre problème, dans 4 minutes, vous avez un service d'urgence qui va nous prendre en main. Ça, dans 10, on sera sur un plateau technique top niveau qui va nous remettre à flot. Et dans 3 jours, on est sorti. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que je vivrai 10 ans de moins que les autres pays en bonne santé? Parce que nous, une fois qu'on vous a remis en place, il n'y a pas forcément le suivi de pourquoi, quelle est la cause, etc. Et c'est aussi la logique de la responsabilité populationnelle. Ça, c'est la Fédération hospitalière de France qui porte ça. Il faut qu'on avance sur la responsabilité populationnelle pour que chacun se dise « j'ai un bout de ma santé avec moi ». J'attends pas d'avoir un vrai problème pour aller voir mon médecin en quelque sorte. La prévention commence par soi-même aussi. Je ne peux pas ne pas donner la parole à Geneviève Manarino. Vous êtes de la Sécu quand même, concrètement. Alors ça fait drôle d'ailleurs de dire qu'on est de la Sécu comme ça, alors qu'on a une caisse qui va porter l'humain aussi, mais vraiment... C'est pas un gros mot la Sécu? Non, pas du tout. C'est même un monument national. Non, qui a fêté ses 80 ans d'ailleurs, il n'y a pas si Quel longtemps bel âge. que ça. Quel bel âge. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a le sujet de la santé. C'est vrai qu'on est un pays qui est quand même bien accompagné sur ce plan-là. Mais on a le sujet de l'isolement de la personne. Et je crois que ça peut complètement aussi faire basculer une personne. Et moi, ça aggrave les problèmes de santé. Mais bien évidemment, ça aggrave les problèmes de santé. Et on est plus isolé qu'ailleurs. On est plus isolé et puis on n'a plus envie. Et donc à partir de là, et je pense que là, à l'instant T, je pense qu'il ne faut pas que demain, on regrette les décisions qu'on n'a pas pu prendre aujourd'hui, c'est-à-dire ces décisions d'accompagnement de la personne là où elle a envie de vivre, de ne pas forcément raisonner aussi quand on parle logement, de raisonner tout de suite en médico-social, parce qu'on est très fort pour ça. Le médico-social est un terme extraordinaire. Très français. Très français, mais et dont on a besoin. Mais si on raisonne autrement en disant, toujours sur cette fameuse liste de mes envies, en disant un logement, un habitat, ça appartient à la personne là où elle va vivre, faisons en sorte qu'autour, elle vive le mieux possible. Et ça, c'est quand même une vraie priorité. Peut-être le mot de la fin pour vous. Oui, alors du coup, pour le mot de la fin, c'est que je pense que pour des sujets, le sujet de vieillesse, il faut associer tout le monde. Il faut associer tout le monde, il faut associer la jeunesse, il faut associer les actifs. C'est l'affaire des jeunes aussi, ouais. Il faut associer tout le monde et sensibiliser tout le monde. On a mis en place avec le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, donc Ressentez-vous et le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, un dispositif qui s'appelle le Lab du sens collectif. Ce sont des ateliers d'intelligence collective où on invite du collégien à l'EHPAD une diversité de populations à réfléchir sur le sujet du vieillir ensemble. Et cette année, on a traité des questions de prévention, la prévention des chutes, la prévention de l'isolement. Et on mettait autour de la table, on faisait des tables de 6 et on mettait de la diversité autour de la table, pour qu'il y ait une diversité d'idées et une convergence vers une réponse qui soit issue d'une réflexion complexe avec plein de bouts différents, des avis différents, du débat. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas une question d'âge, c'est une question de point de vue. Et on avait souvent des jeunes et des vieux qui étaient d'accord et on va dire des gens d'une même catégorie d'âge mais qui étaient issus de milieux différents qui n'étaient pas d'accord. Donc, c'était pas une question d'âge. En tout cas, ce qui est important, c'est que vieillir est une chance, il faut le garder en tête, et que cette chance, il faut en prendre conscience le plus tôt possible. Parce qu'on n'a pas parlé d'agisme, on n'a pas parlé de la question de l'agisme, alors que c'est quelque chose de très très présent. Il faut arrêter de dramatiser tout ça. Un mot. Ouais, juste pour conclure, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il faut construire un nouveau modèle à la française et s'appuyer sur l'expertise de toutes les personnes qui sont présentes sur ce salon, là où on est aujourd'hui. Et pour ça, il faut rendre la prévention accessible à tous. Il faut favoriser l'âge d'or pour tous. Et là, effectivement, ça demande une vraie concertation de tous les acteurs. Et puis surtout, une fois de plus, comme le dit Guy, aller à la recherche de la parole des anciens pour savoir quel modèle ils veulent qu'on construise. Il ne faut pas qu'on le projette à leur place. C'est eux qui doivent nous guider dans la construction de ce modèle. Quand je vous disais qu'on vous donnerait envie de vieillir autour de cette table, c'était une bonne raison de le faire. Merci beaucoup Didier Valentin, trésorier national du groupement des animateurs en gérontologie. Merci à Guy Le Charpentier, dirigeant de Ressentez-vous. Merci également à Mathieu Didier-Jean, président d'Accès SAP, première coopérative de service à la personne. Geneviève Manarino, conseillère du président de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Vous êtes chargé de la mission d'études sur l'habitat inclusif. Et merci à vous, Sébastien Potvin-Menant, professeur associé à l'université Gustave Eiffel. Chers amis, merci de nous avoir suivis sur sudradio.fr. N'oubliez pas aussi La vie devant nous, c'est tous les dimanches à midi sur Sud Radio avec Laurent Permas. On vous parle justement de toutes les bonnes raisons d'avoir envie de vieillir. À bientôt.